place de président pour poser la première question. Excusez-moi. Dans le cas d'Issoire, il n'y a pas de stockage de chaleur, c'est de la chaleur fatale. D'accord ? J'ai vu apparaître dans un de vos diapos la ville de Ferney-Voltaire, d'accord, avec Dalkia, basée à Saint-Genis, à 2 km de chez moi. Donc je connais bien le projet là-bas, surtout que ceux qui s'en occupent, c'est moi qui les ai embauchés dans le temps. Bon, peu importe. La grosse différence dans le projet de Ferney par rapport à Issoire, c'est qu'il y a stockage d'énergie, de chaleur, et que ça permet d'utiliser la chaleur qui arrive en été et de l'utiliser en hiver. D'accord ? Et donc ça n'est plus de la chaleur fatale, c'est de la chaleur pilotable. Avec un rendement, je ne sais plus, je ne me rappelle plus, carrément 70%. Quel est le procédé de stockage ? Le procédé de stockage, ce sont des puits verticaux de 100 mètres environ, et c'est tout. Donc un petit tuyau comme ça, la chaleur est injectée et ressort, hein, il y a un réseau, et ça va chauffer la terre autour du tuyau. Et la chaleur ne se déplace au bout de quelques mois que maximum, je ne sais plus, c'est 2, 3 ou 5 mètres. Elle reste stockée là. D'accord ? Ça sert de radiateur isolé. Ça pousse dessus ? Et donc, en hiver, on va rechercher cette chaleur et on s'en sert pour chauffer les bâtiments. Et l'opération, c'est environ 2500 logements et puis pas mal de bâtiments publics et de bureaux. Et au-dessus, il y a une sphère équatoriale ? Ils font des bananes. Bon, alors, et la chaleur fatale, par contre, c'est celle qui est utilisée à partir un des puits du CERN qui est à quelques kilomètres de là et qui est amené jusqu'à la zone de Ferney-Voltaire. D'accord ? Donc 1/8 de la chaleur issue de l'accélérateur actuel. En fait, ce sont les frigos qui fabriquent l'hélium liquide nécessaire aux aimants supraconducteurs de la machine du CERN, hein, qui consomme, quand il fonctionne, environ 100 MW, qui est utilisé en partie, donc 1/8 seulement, pour ça. D'accord ? Alors bien sûr, c'est de la chaleur fatale, elle est stockée, donc elle peut passer la barrière été-hiver. Beaucoup d'entre nous étaient au courant que ça pourrait se faire. Hein. C'est la première fois que j'entends que ça se fait. Mais c'est un truc sensationnel, hein, parce que c'est un très bon moyen, ça sera un très bon moyen de stocker les excédents de production d'électricité qui sont... Des éoliennes, par exemple. Des éoliennes et du photovoltaïque, qui sont inévitables. On aura l'occasion d'en reparler certainement. On aura besoin d'éoliennes et de photovoltaïques compte tenu du retard qu'on a pris sur le nucléaire. On en aura besoin de plusieurs dizaines de gigawatts au total. On a ces problèmes d'excédent. Tout le monde parle de l'hydrogène sans qu'on soit sûr aujourd'hui qu'il y ait des électrolyseurs qui sachent épouser les fortes fluctuations. Il n'y a rien de tel qu'une résistance électrique, voire une pompe à chaleur, pourquoi pas, pour stocker ces électricités qui arrivent avec des puissances très, très variables. C'est sensationnel. Hein, et on n'aura plus besoin d'hydrogène alors. Bon, ça, on fait des excédents, paf, on les chauffe, et puis après, on les a mis avec une pompe à chaleur, et on les récupère avec une pompe à chaleur. Et puis, on a des rendements sensationnels. Mais ça, on peut rêver, là, hein, on peut y aller. Quelle est la question, l'orateur ? Si c'est 70% de rendement, c'est Ma question à l'orateur, c'était que je voulais la poser déjà avant. Je voulais savoir si le projet de Ferney-Voltaire était dans les tuyaux de Dalkia Saint-Genis-Pouilly. Alors le projet de Ferney-Voltaire est un projet assez unique en son genre, et il est même totalement unique en son genre, hein, parce qu'il allie effectivement de très nombreuses avancées technologiques. Il s'adosse d'abord au point de récupération du CERN, il s'adosse ensuite à ces systèmes de stockage par sonde au pied des bâtiments. Il y a des pompes à chaleur haute température avec toutes les précautions oratoires que j'ai prises précédemment. On a la chance d'avoir une ZAC en fort développement, ce qui permet quelque part de concentrer le système des pompes à chaleur et de la basse température sur la zone en développement à basse température, et d'utiliser
ce que l'on produit à haute température pour alimenter la partie historique de la ville de Ferney-Voltaire. Donc on a 3 ou 4 régimes de température sur ce réseau de chauffage, qui est d'ailleurs aussi un système de production de froid pour tous les bâtiments tertiaires de la zone de Ferney-Voltaire. Donc c'est un projet très très innovant qui avance, qui est réalisé en plus sous la forme d'un montage juridique innovant qui s'appelle une CEMOP, qui est un objet bien particulier où la collectivité, la Caisse des dépôts et d'Alkia sont co-actionnaires de la société qui porte le projet. Et on attend la purge des recours d'un permis de construire pour pouvoir lancer sa construction. Donc on est vraiment dans le concret du concret. Et alors pour votre question, monsieur, concernant Issoire, l'été, malheureusement, la chaleur, elle est envoyée là où elle était envoyée précédemment. Sachant que Issoire, le Constellium est obligé de refroidir ses fumées avant de les envoyer à l'atmosphère. C'est une obligation réglementaire. Donc après, on ne désespère pas de trouver des moyens de stockage long terme qui restent quand même à l'échelle des volumes disponibles sur Issoire versus la consommation de la ville elle-même, des moyens très capexivores pour le coup et qu'on ne souhaite pas, enfin qu'on ne peut pas engager, qu'on ne justifie pas en l'état actuel. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui, quel est votre procédé de filtration Quel est le procédé de filtration? Je vais répéter la question. Dans vos unités de production biomasse et ordures ménagères pour éviter de rejet de carbone. Alors, deuxièmement, ouais. les poêles domestiques, le bois domestique est pour moi producteur de carbone. Ouais. Alors, il y a deux sujets, je vais répéter la question. Premier sujet, quels sont les systèmes de filtration sur des usines de biomasse et de production de chaleur à partir de biomasse. Et deuxième sujet, et UTVE, mais là nous n'exploitons pas d'UTVE, d'usine de traitement et de valorisation de ordures ménagères, donc je ne rentrerai pas sur ce thème-là, si ça ne vous gêne pas. Et par ailleurs, quand on brûle de la biomasse, on émet du CO2, pourquoi on dit que c'est neutre en carbone? Alors, sur la première thématique, une thématique d'ingénieur simple, le système de filtration, c'est à peu près toujours les mêmes, et après, en fonction de l'exigence de la zone où vous êtes, vous allez les empiler les uns derrière les autres, ou vous en mettrez deux au lieu de mettre les trois. Le premier, c'est tout simplement... alors, le niveau 0, c'est d'avoir une bonne chaudière. Ça peut paraître idiot, mais il faut que la combustion soit parfaite au sein du foyer. Et là, vous avez la capacité, lorsque vous êtes sur des très fortes puissances, notamment, de passer par des chaudières dites à l'huile fluidisée bouillonnant, qui sont des chaudières très largement utilisées dans l'industrie de production d'électricité, beaucoup moins en biomasse, où vous mettez votre biomasse en fait en combustion sur un lit de sable qui lui-même est mis en lévitation par de l'air comprimé. Et ce lit de sable est maintenu à très haute température, ce qui fait que la combustion de bois est parfaite. Donc ça, déjà, vous avez cet élément chaudière qui est important parce que vous produisez, vous consommez mieux votre biomasse, vous allez utiliser au plus fin votre carbone. Après, derrière, le premier sujet, c'est les poussières. Donc vous avez d'abord à avoir un multicyclone. Donc ça, c'est Dyson, hein. C'est le même principe, mais à l'échelle industrielle. Vous allez récupérer les plus grosses poussières qui vont être en fait projetées dans un cyclone avec des cônes de récupération. Ces poussières-là, vous allez pouvoir les récupérer, vous avez le droit de les épandre. C'est-à-dire, d'ailleurs, les agriculteurs trouvent cette matière absolument géniale. Après, vous avez un système, vous avez deux systèmes qui vont se défendre l'un contre l'autre, un électrofiltre ou un filtre à manche. L'électrofiltre, c'est quoi? C'est un aimant que vous mettez à travers un deuxième cyclone, et l'aimant, en fait, il va venir capter les poussières plus fines. Et un filtre à manche, c'est quoi? C'est un autre gros objet dans lequel vous avez des chaussettes, mais vraiment ça ressemble à des chaussettes, hein, et dans lequel vous faites passer votre fumée, et du coup la chaussette va récupérer les plus fines des poussières. Et donc ça, ce que vous allez récupérer sous un électrofiltre ou un filtre à manche, en fonction de la qualité de la biomasse que vous avez en amont, vous aurez le droit ou vous n'aurez pas le droit de l'épandre. Parce qu'en fait, plus la poussière est fine, plus vous récupérez le polluant qui était initialement dans la biomasse.
notamment métaux ou ce qui vient derrière. Ce qui fait qu'on arrive derrière ça avec des niveaux d'émissions de poussière extrêmement faibles. On est sur les meilleures performances autour de 5 mg par normomètre cube, voire moins, donc c'est vraiment très 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 faible. J'ai plus le ratio en tête, et je ne veux pas vous dire de bêtises, vu que j'ai un auditoire de grands spécialistes, mais si on regarde le rapport avec une cheminée à la maison, c'est juste le jour et la nuit. Et puis il y a un dernier élément que vous pouvez mettre en œuvre, qui est plus rare en France, qu'on est en train de démarrer sur une installation à Vénissieux et qu'on va mettre en service sur une installation à Lyon. C'est ce qu'on appelle un laveur de fumée, que vous associez d'ailleurs à une pompe à chaleur derrière. Et là, en fait, vous avez passé le Dyson, vous avez passé les chaussettes, il vous reste plus que 5 mg, vous allez envoyer ça dans un flux d'eau inversé qui va vous permettre de laver les fumées. Et pourquoi vous voulez faire ça? Parce que dans les fumées que vous avez encore beaucoup de chaleur latente. Vous avez en fait toute la chaleur latente de l'eau que vous allez vouloir condenser. Donc vous allez laver les fumées dans un objectif énergétique, mais il y a un upside environnemental, c'est que quand vous les lavez, vous récupérez dans l'eau les derniers polluants résiduels dans vos fumées. Et là, ça vous permet de capter de la chaleur autour pour que ça condense, il faut l'attaquer à peu près à 40 degrés, donc c'est là que vous utilisez une pompe à chaleur derrière pour réinjecter sur votre réseau. Donc voilà, ce sont les systèmes de filtration qui permettent d'avoir des émissions de poussière extrêmement faibles. En termes de bilan CO2, le cycle de la biomasse est reconnu comme neutre en carbone au niveau européen. Pourquoi? Parce qu'en fait, le CO2 que vous émettez il faut savoir que la biomasse qu'on récupère dans ces grandes installations énergétiques, elle est issue de l'entretien des forêts. C'est-à-dire qu'on ne vient pas couper du bois d'œuvre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les troncs comme ça. Donc on est en partenariat avec des exploitants forestiers qui viennent en fait entretenir les forêts, la forêt française, qui est assez peu entretenue. On vient récupérer des bois qui normalement restent posés par terre et pourrissent. Donc nous, c'est ceux-là qui nous intéressent, qu'on vient broyer et qu'on injecte dans nos chaufferies. Donc ce bois-là, en fait, quelque part, il émet le CO2 qui va le régénérer derrière. C'est ça la vision française et européenne de la neutralité CO2 de la biomasse utilisée comme bois-énergie. De même que si on regarde, quand on dit qu'on va capter du CO2 en faisant de la construction bois, en fait, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient prendre du CO2 de l'air qu'on met dans du bois et qu'on va mettre dans une construction. Et qu'on vient donc quelque part stocker du CO2 par ces constructions biomasse. Donc là, l'idée, c'est de dire qu'on a un cycle neutre, parce qu'on émet ce qu'on reconsomme. Allez-y. J'ai pris le premier, c'est juste derrière vous, monsieur. Je voudrais poser une question sur les réseaux de chaleur. Dans cette expression, il y a le terme de réseau. Oui. Et autant quand il y a des réseaux préexistants, j'imagine que c'est assez facile, ou quand on fait des villes nouvelles, mais quand on fait des réseaux dans des villes anciennes dont les sous-sols sont encombrés, très encombrés, est-ce que c'est pas quand même un problème très difficile? Alors, c'est un point très, très juste. La difficulté du réseau de chaleur, c'est de passer le réseau. Claire Lambiès sourit au fond de la pièce, mais c'est le sujet. Et plus vous êtes dans des environnements historiques, Autun par exemple, on a un réseau de chaleur à Autun, on sait qu'à chaque fois qu'on va aller raccorder un bâtiment, on va tomber sur un vestige. Exactement, et c'est gagné, c'est systématique. Quand on est à Lyon, le réseau de chaleur de Lyon dont je vous ai parlé, qui est un projet pharaonique, plus de 300 millions d'euros d'investissement, on va construire 60 km de réseau. En plein cœur de ville, en plein cœur de Lyon. Ça se passe entre le parc de la Tête d'Or, pour ceux qui connaissent Lyon, et Gerland. Et ça veut dire que l'encombrement des sous-sols, c'est un des paramètres de l'équation que vous devez prendre en compte dans le choix des rues que vous allez traverser, les bâtiments que vous allez prioriser, et parfois des fonçages pour passer sous des tramways, des accouplages pour passer... par exemple, on a relié le quartier de la Confluence le quartier de la Confluence, donc la presqu'île, le bout de la presqu'île, au réseau Centre Métropole, au réseau Centre. On l'a fait, on est passé sous le pont Pasteur. On est accroché sous le pont Pasteur. C'est super beau d'ailleurs. Et le chantier, ça a fait 2 lignes dans le progrès. Alors que, mine de rien, le pont Pasteur, c'est juste un des axes pendulaires
de l'azote. On a raccordé récemment le réseau de Vénissieux au réseau de Centre Métropole. Alors récemment, c'est en 2017-18. Et pour ça, il fallait traverser le périphérique. Pour ceux qui connaissent, le périphérique qui, en cette zone-là, fait 2 fois 3 voies. Donc oui, il y a un enjeu urbain qui est difficile à gérer, mais qu'il faut gérer et qu'on sait gérer. Et c'est pas aujourd'hui un frein au développement des réseaux. Sauf quand on commence à aller dans les quartiers hyper historiques. Là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas que c'est pas faisable, c'est que ça commence à coûter très très cher. Au fond. Deux petites questions. La première, même si on connaît un peu la réponse, on va la poser quand même. C'est la chaleur fatale des centrales nucléaires. Là, il y a beaucoup de chaleur. Il y a beaucoup de problèmes derrière parce qu'en général, elles sont loin des villes. Mais est-ce que vous avez étudié certains projets ? Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est votre avis. Vous avez soulevé le problème, l'un des problèmes aussi bien dans les réseaux de chaleur que dans les logements collectifs, c'est le développement des packs de moyenne et de haute puissance, haute température. C'est un vrai problème parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de marché. Au-delà de 50 kW, ça commence à poser un problème. Alors, on aimerait avoir, et c'est un frein, c'est effectivement un frein au niveau des réseaux de chaleur. Notamment, moi j'ai travaillé sur un data center pour le raccorder. On sortait à 35 degrés et puis il fallait dans notre réseau de chaleur être à 110. Donc il fallait une PAC et on a dû la trouver en Autriche à un prix, ça coûtait un bras. Voilà. Donc ça c'est et également pour les logements collectifs. Le problème des logements collectifs, c'est qu'il faut des packs, souvent en température, parce que ce sont des logements anciens, et de moyenne puissance. Alors il y a un pays qui est assez en pointe à ce niveau, c'est le Danemark. J'avais lu plusieurs articles, et le Danemark, il ne fait pas particulièrement chaud, il fait plutôt même froid, et le Danemark a développé dans des packs du collectif essentiellement, des packs de moyenne puissance, qui font pas beaucoup de bruit, parce que c'est un des problèmes, et qui sont performantes. Donc j'aimerais avoir votre avis, on aimerait avoir votre avis là-dessus, sur ces deux problèmes. Alors on va commencer par les packs. Donc c'est un vrai sujet pour Dalkia, c'est un vrai sujet pour le groupe EDF, qui est notre actionnaire, donc on écoute toujours avec soin son actionnaire. On mène avec la R&D d'EDF différentes expérimentations pour tester des produits en grandeur réelle sur des petits collectifs historiques, existants. Parce que la PAC, ça marche très très bien sur du bâtiment neuf. D'ailleurs, ça se déploie très très largement. Donc on est en plein dedans. On est d'autant plus un des segments de marché qui nous semble très très intéressant, c'est pour les installations fuel domestique, les petits collectifs au fuel domestique. Parce qu'aujourd'hui, s'ils veulent se décarboner, le seul choix qu'ils ont, c'est du granulé bois, qui, certes, dans l'absolu, est une solution biomasse, mais quand on sait comment il faut l'énergie qu'il faut mettre pour créer un granulé bois, on peut se questionner sur l'intérêt du cycle global. Et d'ailleurs, ça s'est démontré, le prix du granulé bois s'est envolé, a fait x2 quasiment, quand le gaz a fait x5, et que la biomasse industrielle, elle a pris 25-30%. Donc, oui, on regarde ça de très très près. C'est un vrai sujet techno pour nous, vous voyez, c'est le premier que j'ai noté. Et c'est un sujet pour les réseaux de chaleur, mais c'est surtout un sujet pour décarboner tous les petits collectifs qu'on n'atteindra jamais avec un réseau de chaleur parce que c'est trop dispersé dans la nature. Typiquement, ceux qui sont alimentés au GPL ou au FOD. La première question... Ah, nucléaire. Je crois que j'ai oublié de façon... Comment dire ? Alors, c'est sûr que c'est... Déjà, il y a des pays qui ont fait le pas bien avant nous. La Russie. Les grands réseaux russes sont alimentés par des centrales de production d'électricité, quelle que soit la nature conventionnelle ou non conventionnelle du combustible. Ça existe. Si on regarde la France, nous, on s'est questionné en tant que Dalkia sur Lyon, il y a quelques années de ça, même ça ne me rajeunit pas d'y penser, quand on a répondu au premier appel d'offres du réseau de chaleur de Lyon, dans les années 2000, avec budget. Et
Alors, je ne vais certainement pas rentrer dans les détails techniques, et il y a certainement des personnes qui sauraient mieux vous expliquer que ça, mais globalement, ce que j'en ai retenu, il y a deux sujets qui sont un frein. Il y a un frein purement politique et d'acceptabilité du public dans l'idée de cette chaleur, même si on met 25 barrières entre les uns et les autres, hein, de cette chaleur qui vient du nucléaire. Ça fait peur. Et vu que déjà le réseau de chaleur, même si ça croît très très fort, ça fait peur pour les trous dans les routes, ça fait peur pour différents sujets, c'était la peur de trop, on va dire. Donc c'est ce qui nous a, d'un point de vue politique, retenu. Et puis d'un point de vue énergétique, d'un point de vue ASN, j'en parle même pas. Donc là, on va mettre ce sujet de côté, parce que aller commencer à modifier quelque chose avec l'ASN sur des sujets aussi touchy que de sortir quelque chose de la centrale et de l'amener dans le grand public, on va le dire comme ça, ça c'était très très compliqué. Et puis dernier point, d'un point de vue purement énergétique, ma compréhension, c'est que le cycle actuel est tellement optimisé dans ces phases de condensation, que venir soutirer, parce que ça veut dire qu'on va venir soutirer quelque part, hein. On ne va pas venir récupérer la tour aéro, mais on va venir chercher la chaleur qui nous intéresse. On ne va pas soutirer pour après rehausser avec une PAC. On ne va pas venir prendre la tour aéro pour reprendre avec une PAC. Donc là, nous, quand on a vu ça, on s'est dit, non, enfin, les experts qui ont un peu travaillé là-dessus, ils nous ont dit, non, parce que ce niveau de soutirage, pour nous, il nous coûte trop cher. Voilà. L'orateur de cet après-midi, Jean-Marie Monteil, traitera typiquement de ce sujet. C'est parfait. Oui, et lui, il dira moins de bêtises que moi, donc ça sera très très bien. Déjà que j'ai raté la photo tout à l'heure, en plus. Il expliquera que les cycles existants n'ont rien à voir avec les cycles de cogène de l'Europe de l'Est. Voilà. Nous, on en parle cet après-midi. Monsieur ? Oui, une toute petite question qui concerne le bois. S'agissant du bois dans une maison individuelle, donc les foyers ont un très très mauvais rendement, c'est-à-dire que l'essentiel de la chaleur part dans le foyer. Donc il y a un nouveau type de radiateur de poêles, qui sont les poêles dits insères. Est-ce que vous croyez en ces poêles? Est-ce qu'ils sont efficaces? C'est une question très égoïste, parce que je compte en mettre une dans Alors, déjà, c'est pas du tout le métier de Dalkia. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez un insert, faut prendre votre mal en patience, parce que avec ce qui s'est passé depuis octobre dernier, les fournisseurs ne savent plus vous donner de la tête. D'ailleurs, si vous trouvez du bois bûche en 30 cm, il faut aussi prendre votre mal en patience. Donc en tout cas, si je regarde, je vais retirer Dalkia d'équation. Si je regarde moi il y a des gens qui y croient, ça c'est parce qu'en ce moment le marché il explose. Pour moi il y a quand même un vrai sujet, et ce qui est vrai aussi d'ailleurs avec une chaudière individuelle gaz, hein, c'est comment tout ça est contrôlé dans son opération, dans sa performance environnementale, dans sa performance énergétique. Quand vous voyez un technicien venir faire la vérification de votre chaudière murale, je préfère regarder un système automate qui mesure en continu toutes les émissions de VLE d'une chaufferie de forte puissance de Dalkia, pour le dire simplement. Donc moi, la seule chose ce que je trouve très très bien, c'est que déjà la réglementation française interdit certains systèmes et pousser les systèmes à haute efficacité. Le questionnement que j'aurais, c'est dans quelle mesure ce système à haute efficacité va-t-il rester à haute efficacité et combien de temps? Voilà. Après, il y a un appel du marché. Hein. J'ai un copain qui veut en acheter un, et il a 12 mois de délai. Donc, faut pas être pressé. Messieurs, au fond. Oui. Y a-t-il une synergie entre réseau de chaleur, qui par exemple ne fonctionne pas beaucoup en été, et un réseau de froid? Alors, la réponse... Oui, je vais répéter la question. Y a-t-il une synergie entre un réseau de chaleur et un réseau de froid? Oui, il y en a une, mais c'est plutôt un réseau de froid vers un réseau de chaleur. Au sens, aujourd'hui, quand vous avez un réseau de froid, alors c'est toujours sous réserve de où est-ce que vous empilez tout ça dans la monotone, mais quand vous produisez du froid, vous avez de la chaleur fatale. Donc vous avez envie d'injecter sur votre réseau de chauffage urbain. Ouais.
Et il y a un hôpital, par exemple. Un hôpital, ça va être une consommation. Il y a un talon de consommation de froid dans un hôpital qui est très important. Et donc, quand vous voyez un hôpital, vous avez envie d'y mettre un groupe froid avec récupération de chaleur et d'injecter ce froid sur le réseau. Après, vous arrivez avec le même problème de récupération que sur sachant que là, l'électricité est déjà payée parce que vous l'avez payée pour faire du froid. Donc, vous n'avez que le CAPEX à gérer, en fait. La partie du CAPEX concernant. Donc là, il y a une histoire. Donc, froid vers chaud, il y a une histoire. Chaud vers froid, il y a des packs dits à absorption, il y a des systèmes qui existent. Moi, j'en ai mis une en service en Irlande en 2006, par exemple. On avait un très gros siège tertiaire. L'électricité en Irlande coûtait une blinde, donc on mettait une cogénération de gaz avec un petit moteur de 1 méga 3. On chauffait en hiver et on faisait du froid avec une machine à absorption York à côté, je ne sais plus la marque, ou Carrier, bon, bref, une machine à absorption. Donc ça marche. Ça a quand même par contre un coefficient de performance absolument exécrable. Et donc ça veut dire qu'il faut que votre chaleur elle soit vraiment pas chère du tout et à un bon niveau de température aussi. Donc c'est la limite du chaud vers le froid, on va dire. Le froid vers le chaud, définitivement. Après, la question que vous allez toujours vous poser, c'est contre quoi vous luttez. Parce que le froid en été, le chaud en été, vous avez vu, c'est de l'usine d'incinération d'ordures sur les gros réseaux de chauffage urbain. Donc lutter contre une usine d'incinération d'ordures dont le prix marginal est à 16 €, c'est difficile, même si vous avez du froid pas cher. Enfin, du froid, de la chaleur de récupération pas chère. Mais ça existe, et on a des projets dans ce sens. Monsieur ? Oui, quelle est la déperdition sur le réseau, donc la chaleur produite, et quand vous faites une extension de réseau, à partir de quand est-ce que vous devez aussi augmenter la puissance de l'installation qui alimente le réseau ? Alors, quelle est la déperdition thermique d'un réseau de chauffage urbain et comment on gère l'augmentation de puissance de production en fonction du nombre de raccordements ? Alors, les déperditions thermiques d'un réseau de chauffage urbain, elles vont dépendre de deux choses. La première, pour un même kilomètre de chauffage urbain, voilà, elles vont dépendre de deux choses. Elles vont dépendre de la température aller et retour. Bah oui, c'est un radiateur, donc si vous êtes sur les anciens réseaux à 165 degrés départ et un retour à 115, ça perd. Si vous êtes sur un réseau moderne avec un départ à 100 et un retour à 70-60, peut-être même 55, là, ça commence à moins perdre. Et puis si vous êtes sur un réseau basse température comme Fermé-Voltaire parce que vous alimentez des actes toutes neuves et que du coup vous partez à 80, 70-80 et que vous revenez à 40, là vous allez encore moins perdre. Donc ça c'est... Et du coup ça oscille entre 6-7% on va dire. Et alors ça oscille entre 6-7%. Ça oscille entre 6-7% et on va dire 16-17% pour les moins bons. Mais après, comme je vous l'ai dit, c'est par kilomètre. Donc quand je dis pourcent, mais vous parlez de pourcent de quoi? Donc là, je suis en train de faire une espèce de moyenne des réseaux d'Alca. Parce que plus votre réseau est dense, plus il est court, plus le pourcentage de perte ramené à la consommation finale du client, il est faible. Donc le meilleur réseau, c'est celui qui fait 1 km pour fournir un client monstrueux qui fait 100 gigawattheures. Le pire réseau, c'est celui qui fait 100 km pour aller fournir un pauvre client de 1 gigawattheure au bout de la ligne, on le sent bien. Donc il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, la température intérieure, la densité, parce que c'est en pourcentage de la vente, et puis le dernier, c'est quand même la capacité constructive, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez construit en termes d'isolation autour de votre réseau. Il y avait une deuxième question, non? Ah, l'échelonnement des puissances. Voilà, c'est redondance, N+1, N+2, c'est comme pour tout système industriel, vous calculez votre puissance de pointe, vous vous dites quel est mon pire scénario en termes de perte de mon plus gros équipement en général, et vous allez couvrir ce scénario-là, et en fonction de la nature des services que vous alimentez, quand vous commencez à alimenter des hôpitaux, vous allez peut-être vous prendre un cran de redondance de plus. Oui, aussi, deux questions qui se rapportent à des sujets déjà évoqués. En ce qui concerne les granulés de bois, moi j'avais cru comprendre que il y avait quand même disons, vous avez parlé du bilan énergétique au moment de la fabrication de ces granulés, mais qu'il y avait aussi dedans des composants qui n'étaient pas très sympas.
et que, en fait, quand c'est utilisé dans des chaufferies collectives, il y a des systèmes de filtration qui sont mis,